Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le grand JT des territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été. Une rétrospective de vos reportages préférés pour revivre l'actualité de vos territoires autrement. C'est quand même impressionnant. C'est un IRM factice pour les enfants, un véritable test immersif. Grâce à l'association des Blouses Roses, le centre hospitalier du Mans se dote d'un simulateur ludique. Le but, préparer les plus jeunes patients à un examen exigeant. Ça concerne 245 enfants en 2024. On sait pertinemment que ça peut être compliqué parce que c'est un examen qui dure longtemps, qui fait du bruit et avec un environnement inconnu et une sensation d'enfermement. Donc c'est toujours assez complexe. Donc la préparation en amont est forcément indispensable. Un simulateur qui enregistre tous les mouvements et l'affiche à l'issue de chaque session. Ça consiste en fait à montrer aux enfants à rester immobiles pendant une vraie IRM. Et donc là, d'une façon plus ludique, ils sont filmés pendant les essais et après ils voient leurs gestes. Le jeune dispose de 3 sessions tests. Utilisé dans plus de 30 hôpitaux à travers le monde, le simulateur permet d'éviter la sédation ou l'anesthésie dans 80% des cas. Concrètement, on va le faire venir 45 minutes avant son heure de rendez-vous pour qu'il puisse faire son entrée administrative auprès de l'accueil de l'hôpital et ensuite être accueilli en imagerie et pris en charge par les Blouses Roses. Comme ça, on a normalement une vingtaine de minutes sous l'équipement d'IRM en jeu par les Blouses Roses et ensuite on passe sur la grande IRM. Le coût total de l'opération est de 25 000 €, financé par les Blouses Roses, soutenu par le mécénat. Il est encore possible de financer le projet sur le site Hello Asso. Se préparer à la naissance de son enfant n'est jamais facile pour les mamans, mais c'est aussi le cas pour les papas. Souvent un peu négligés, les pères ont également un rôle très important dans ce joyeux moment. Alors regardez dans la Loire comment un centre hospitalier organise des cercles de parole pour accompagner les futurs pères. Notre partenaire TL7 a pu se glisser au milieu d'eux lors d'une séance. Roland a passé près de 2 heures à évoquer ses doutes et recevoir des conseils de professionnels. En sortant de ce cercle de parole sur la préparation à la naissance pour les pères, il est rassuré. Je pourrais presque dire qu'avant d'arriver au cours de papa, j'étais pas encore dans le rôle du papa. Et puis là, je vais ressortir du cours de papa et je pense qu'il y aura déjà une première étape de transformation qui sera faite. Il y a presque un petit avant-après. En plus de ne pas se sentir seul en étant à avoir un premier enfant, savoir comment les autres voient aussi la situation, c'est très très intéressant. On y va comme ça, un peu à l'aveugle, en disant est-ce que ça va être bien. Et quand on en sort, oui, c'est très bien. Il faut le faire. Ouais, je suis pressé, mais là, j'ai beaucoup moins peur. Durant les 2 heures, une sage-femme est présente pour aborder avec les futurs papas le séjour en maternité. Alors moi j'ai plutôt la place de celle qui va démystifier un peu l'accouchement, qui va un petit peu répondre à leurs angoisses, leur stress, les images de l'accouchement. On explique aussi aux papas la place qu'ils ont pendant le séjour à la maternité. Donc on explique aux papas l'importance de la proximité, du soutien à la maman. Et puis aussi leur rôle de père, ils ont aussi toute leur place dans l'éducation de cet enfant. On fait de la prévention sur la dépression et sur les troubles psychiatriques qui peuvent arriver donc, chez la jeune mère, mais aussi chez le papa. Et donc c'est un sujet très très important parce que bébé a besoin de parents disponibles et un papa ou une maman qui déprime n'est pas disponible pour le développement de son enfant, pour interagir. Le centre hospitalier du Forêt propose aussi l'accès à une chambre pédagogique pour pouvoir préparer au mieux l'arrivée du bébé chez ses parents. Partons en Moselle maintenant pour découvrir le nouveau compagnon des 130 vaches laitières d'un éleveur. Un robot racleur, un outil qui nettoie les allées de l'étable et permet un gain de temps considérable tout en améliorant les conditions de travail et le bien-être des vaches. Présentation avec Moselle TV. Cette vache n'est pas vraiment perturbée par son nouveau compagnon. Discret, méthodique et surtout infatigable, ce robot racleur sillonne les allées de l'étable pour les nettoyer. Avant d'avoir le robot, on effectuait 2 raclages bi-quotidiens, le matin et le soir. Ça nous obligeait à déplacer les vaches d'un couloir à l'autre. C'était assez contraignant pour nous et puis c'était toujours du stress pour les animaux. Le robot nous permet maintenant de nous affranchir complètement du raclage. C'est lui qui gère de manière autonome cette tâche-là. Du côté des 130 vaches laitières de l'exploitation, plus aucune surprise.
le robot fait désormais partie du troupeau. Il y a eu une petite période d'adaptation d'une bonne semaine où les vaches étaient vraiment craintives au moment du passage du robot, parce qu'il émet un petit son, un petit bip. Mais cette période a vraiment été très très courte, une semaine, et elles se sont vite habituées. Aujourd'hui, elles font même plus attention au robot, elles passent par-dessus. Programmé pour racler les allées toutes les 3 heures, le robot dépose ensuite tout dans la fumière pour être ensuite réutilisé comme engrais. Ce robot racleur, comme il passe plusieurs fois, les vaches sont beaucoup plus propres, ont les pattes plus propres, les trayons plus propres, donc forcément le lait sera également plus propre. 41 000 € ont été investis pour l'achat de ce nouvel équipement. L'agriculteur a bénéficié d'une aide de la région ainsi que du district urbain de Folquemont. Bientôt, c'est un robot pour la traite des vaches qui fera son entrée dans l'exploitation. Des technologies de pointe qui modernisent de plus en plus l'agriculture. Pour réduire leur consommation d'énergie, plusieurs communes optent désormais pour l'extinction nocturne de l'éclairage public. Une solution qui s'avère dangereuse pour la sécurité des conducteurs. Mais à Pessac, en Gironde, une entreprise a imaginé une peinture phosphorescente pour éclairer les espaces publics sans consommer de courant. Une idée lumineuse qui pourrait inspirer d'autres collectivités. Reportage signé TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. En l'absence d'éclairage, cette signalétique luminescente guide piétons et cyclistes malgré la nuit noire. Une solution moins énergivore que l'éclairage public, fabriquée à Pessac et exportée partout dans le monde. On a une matière qui va être luminescente. L'étape suivante, ça a été d'extraire ces pigments. Et une fois qu'on a le pigment sous sa forme solide, eh bien on en fait une peinture. La peinture, obtenue grâce à un procédé chimique complexe, s'illumine dès la nuit tombée et sécurise les usagers de la route sur plusieurs dizaines de mètres et pendant 10 heures. De quoi peut-être pallier la suppression de l'éclairage public et aussi réduire l'impact environnemental des communes. La peinture luminescente, en fait, elle capte la journée, elle émet la nuit. C'est quelque chose qui ne consomme pas d'électricité, qui n'émet pas de CO2. Donc on est vraiment dans le remplacement de la technologie du tout électrique. Une peinture également économique, puisqu'elle est moins coûteuse qu'une installation classique. Il faut compter entre 200 000 et 400 000 € pour la réalisation d'1 kilomètre d'éclairage public. Lorsqu'on déploie une technologie comme Luminochrome, de marquage luminescent, ça va être un coût à peu près pour la collectivité de 10 000 € au kilomètre. D'autres solutions existent, à l'image de la technologie Flowell, imaginée par l'entreprise Cola, qui prend la forme de LED intégrée au sol. L'efficacité d'un dispositif comme Luminochrome reste encore à prouver, notamment en fonction du vieillissement et de l'encrassement de la peinture. Le saviez-vous, même vos animaux de compagnie peuvent donner leur sang. Cela existe pour les chiens et les chats. Comme pour les humains, plusieurs conditions sont obligatoires. Regardez ces explications avec ce vétérinaire au micro de notre partenaire, La Dépêche du Midi. Le prélèvement lui-même, il va durer 10 minutes à peu près. En tout, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Le temps qu'on fasse l'examen clinique, les examens complémentaires, la tranquillisation, qui récupère la tranquillisation. Chien ou chat, on va avoir d'abord l'âge, entre 1 et 8 ans. On ne peut pas d'animaux trop jeunes et pas non plus d'animaux trop âgés. Après, alors, il y a une question de poids. Chez le chat, ça va être plus de 4 kg et chez le chien, plus de 20 kg. Et puis ensuite, être en bonne santé, pas avoir de soucis autres. On disait qu'elles pouvaient se fixer dans les cheveux. En réalité, ça n'est pas vrai. Elles font souvent très peur. Pourtant, c'est une espèce essentielle pour la biodiversité. Les chauves-souris sont menacées et pour les protéger, une initiative est née. La ville de Saint-Dizier a décidé d'agir en faisant le choix de fabriquer et d'instaurer une tour à chiroptère. Une initiative essentielle pour la protection de ce mammifère. Regardez ce reportage de Paul de Watine, de notre partenaire Puissance Télévision. Elles sont souvent craintes, mais les chauves-souris sont une espèce menacée. Lors des 20 dernières années, la population nationale a baissé de 30%.
Mais en Champagne-Ardenne, certaines espèces sont en légère augmentation. On explique la baisse des populations de chauves-souris à l'échelle nationale et même européenne par divers facteurs. Le premier, ça va être la régression des habitats. Alors aussi bien des habitats de chasse, notamment la régression des prairies, de pâturés, la disparition des haies, etc. Mais également en termes de sylviculture, la disparition de gros arbres gîtes et puis d'autres facteurs liés encore une fois malheureusement à l'agriculture, mais c'est lié suite à la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation un peu intensive de produits phytosanitaires et notamment d'insecticides. La disparition des chauves-souris a un impact important sur la biodiversité, notamment sur les insectes. Clairement, les chauves-souris sont des auxiliaires de culture, ce sont des réels alliés en termes de lutte biologique, etc. Certaines espèces vont être spécialisées dans la prédation de certains insectes, on parle notamment des moustiques, la problématique du moustique tigre. Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants sur Terre, mais elles ont souvent mauvaise réputation et sont sujettes à des rumeurs. Elles ont mauvaise presse parce que c'est des animaux méconnus qui ont des petits cris un petit peu stridents, qui ont des petites dents pointues bien blanches, bien visibles, qui sont plutôt de pelage assez sombre, alors qu'en réalité c'est tout à fait le contraire, c'est des animaux merveilleux à étudier, c'est pour ça qu'on les appelle les demoiselles de la nuit. Et le simple fait de détruire une colonie, ce qui est strictement interdit par la loi, même quelques individus, il va falloir des décennies et des décennies avant qu'une nouvelle colonie puisse se réinstaller et retrouver l'effectif qu'elles avaient initialement. Pour les protéger, la ville de Saint-Dizier a installé en novembre 2024 une tour à chiroptère. Cet aménagement permettra à ces mammifères d'avoir un habitat en milieu urbain, ce qui se fait de plus en plus rare. On a déjà quelques nichoirs, quelques gîtes à chiroptères d'installer sur la ville. Elles viennent par en dessous et aussi il y a 2 petits trous sur les côtés en haut où ça fait en fait un comble où les chauves-souris peuvent venir s'abriter aussi. Pour la Ligue de protection des oiseaux, la préservation des chauves-souris est un enjeu majeur de biodiversité. L'association rappelle d'ailleurs que si une colonie de chauves-souris loge dans une cave ou des combles, il faut contacter l'organisation et ne surtout pas les expulser soi-même. Dans ce journal, partons pour les Bouches-du-Rhône à Saint-Chamas, où l'association 8 Vies pour la planète a plongé dans l'étang de Berre pour y planter des austères marines. Cette action écologique intervient pour recréer un écosystème dans ce bassin qui a été détruit par plusieurs crises climatiques. L'année dernière, 400 000 graines ont été plantées. On écoute Damien Bonnet, membre de l'association 8 Vies pour la planète, au micro de notre partenaire La Provence. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer la réintroduction des graines qui se faisaient très très mal naturellement. Autant les austères naines, elles sont arrivées à revenir. Alors c'est sûrement des oiseaux qui mangent des graines et qui vont les semer. Les austères marines, on n'a jamais vu de départ spontané et on s'est aperçu qu'en le faisant à la main, ça marchait. Donc si on arrive à faire gagner 10 ans, 20 ans ou 50 ans sur la réintroduction des herbiers, voilà, c'est ça de gagner, quoi. Le caviar. La France fait partie des 3 plus gros producteurs au monde de ce produit d'exception et ne compte seulement que 9 éleveurs dans le pays. Dans l'Hérault, la maison Castillonne élève 750 esturgeons avec comme mot d'ordre le bien-être animal. Reportage de Via Occitanie. Voici la Sipenser Baeri, plus connue sous la dénomination d'esturgeon de Sibérie. Un or noir frétillant dont les femelles sont capables de produire 10% de leur poids total en caviar. Celui-ci fait, je pense, une petite dizaine de kilos. Donc poisson préhistorique, 280 millions d'années. Il n'a pas d'écailles, comme on voit, et cartilagineux. Un poisson relâché dans l'un des 5 bassins de la pisciculture du Verdus, autrefois consacré à l'élevage de la truite. Depuis 7 ans, Léo Carpentier et ses 2 associés se sont lancés dans l'aventure de la production de caviar avec un procédé novateur. Notre technique est un peu particulière parce qu'on fait du caviar sans tuer le poisson, par biopsie ovarienne. Donc on va ouvrir le poisson, récupérer les œufs. En fait, c'est des poissons qui normalement hibernent en Sibérie. Donc nous, on va reproduire cette hibernation mais de façon artificielle grâce à un bain de glace. Et une fois que cette catalepsie est réalisée, on va pouvoir comme ça les sortir de l'eau, les opérer et les remettre dans l'eau par la suite. C'est une opération qui peut durer de 1 demi-heure à 2 heures en fonction du spécimen. Une technique élaborée en 2016 par François René, spécialiste de la reproduction aquacole. Ainsi, chaque année, sur les 750 esturgeons pucés et prénommés que compte cette petite ferme de Saint-Guilhem-le-Désert, 150 sont prélevés de leurs œufs selon une rotation précisément définie, avant que le caviar ne soit affiné
de 3 à 6 mois. On a des poissons qui font parfois qui ont jusqu'à 18 ans, voire 20 ans. Le taux de gras en fait, dans les œufs va être plus important. Ces notes aromatiques, umami, noisette, on parle de sous-bois. Ça va apporter des saveurs un peu plus intenses, un peu plus fortes. Arômes et saveurs d'un produit de luxe dont la dégustation à même la main aiguise la curiosité, voire l'appétit des visiteurs. Je ne suis pas un spécialiste du caviar, mais j'ai trouvé ça très bon. Il y en a un qui est plus croquant que l'autre, mais il y a de la longueur. Mais je pense que ça mériterait de goûter avec autre chose ou du pain. Dans le palais croustillante, mais elle a un côté comme un bubble, vous savez, chez les jeunes, qui s'écrase et qui est coulant. Après, c'est plutôt pas mal. Avec une production annuelle de 100 kg, dont 80% sont destinés à sa clientèle régionale, le seul producteur de caviar en Occitanie veut préserver la taille humaine de son exploitation et la sérénité qu'inspire le balai de ses poissons aux visiteurs. Véritable emblème de la gastronomie bretonne, le kouign-amann est une spécialité à base de pâte feuilletée, de beurre et de sucre caramélisé. Originaire du Finistère, c'est pourtant un boulanger d'Ille-et-Vilaine qui a reçu cette année le titre de meilleur kouign-amann de Bretagne. Partons tout de suite découvrir les secrets de fabrication avec ce reportage de TV Rennes. Et n'oubliez pas vos couverts et votre assiette. Voici le meilleur kouign-amann de Bretagne. Non déplaise aux Finistériens, il a été conçu ici à Béton par Frédéric Lecam. Et pour ce faire, c'est tous les employés de la boulangerie qui ont mis la main à la pâte. Chacun me donnait sa version. Alors Ernest n'était pas assez cuit, trop salé, trop de caramel. Donc à chaque fois, j'essayais de modifier les critères pour que ce soit unanime à la fin. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, bah là, celui-là, il est bien, il est abouti. Alors je sais pas si c'était du lard ou du cochon, parce qu'ils en avaient tellement marre de manger du kouign-amann que peut-être qu'à la fin, ils m'ont dit, oui, celui-là, il est bon. Enfin, pour finir, je suis parti sur la recette qu'on avait déterminée. Cette année, c'est vous le meilleur, quoi. C'est moi le meilleur. Je prends. Pour ce costard mauricain, c'est la consécration après 4 tentatives, dont la première, il y a plus de 20 ans. C'est vraiment un prix qui me plaît parce que j'aime bien le kouign-amann, je suis breton pur beurre, on va dire. Dans nos professions, aujourd'hui, il faut toujours aller plus vite. Donc gagner un produit traditionnel, je trouve que c'est super. Et quand on lui demande le secret... Que ce soit croustillant autour et puis bien moelleux à l'intérieur. Et qu'il y ait un bon goût de caramel. Le boulanger remettra son prix en jeu l'année prochaine, même s'il a avoué espérer le garder quelques années. Ce menuisier de formation a décidé de vivre sa passion, la musique. Les bruits de scie jouent désormais de la mélodie pour fabriquer des guitares électriques, des pièces uniques sur mesure et made in France que nous présente Télé Grenoble. Regardez. Les panneaux extérieurs n'indiquent encore qu'une simple menuiserie, mais à l'intérieur, les bruits de scie forment maintenant une mélodie. Les premières notes stridentes qui mèneront à des concerts de rock et de pop. Florian Milin abandonne les meubles pour se lancer dans la fabrication de guitares électriques avec Altis Guitare. L'idée a germé l'an dernier, suite à une année quand même assez difficile, beaucoup de travail, beaucoup de stress et besoin de faire quelque chose qui me passionne, voilà, simplement. Le luthier a adapté son atelier situé à Montbonneau pour être capable de fabriquer ses guitares artisanales de A à Z. Une maîtrise obtenue grâce à 20 ans d'expérimentation amatrice avant que Florian ne se professionnalise pour proposer des pièces uniques. Sur le site internet, tu as un configurateur où tu vas choisir le bois du manche, le bois de la touche, le bois de la table, le bois du corps, la couleur de ce qu'on appelle le pickguard, la couleur de l'accastillage, le choix des micros. Mais tu peux aussi très bien venir et me dire ah, le manche, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus épais, un peu plus large, on est capable de le faire. Si tu as envie de partir sur une forme de guitare qui n'existe pas, il n'y a pas de souci. Des guitares qui reconnectent à sa personnalité, mais aussi au territoire. L'amour du local est une corde sensible de Florian. Presque tous ses matériaux sont estampillés Made in France. Les micros sont fabriqués à Beldon et les accastillages viennent de Gières. Le bois, dont le type et la qualité peut tout changer à la sonorité de la guitare, est quant à lui scié dans le Jura. Donc ici, on va avoir une table en érable échauffée. Alors je te montre. On part d'une planche comme ça, qui est entière. On vient la scier en deux, hop, et ça nous fait une belle symétrie comme ça. Et en fait, c'est très noir qu'on voit, c'est un petit champignon qui est venu le grignoter et qui a dessiné des choses. Pour obtenir la guitare de ses rêves, il faut compter environ 2500 € et 2 mois d'attente. Une pièce de musée aux douces notes personnelles et montagnardes, seule la patience et l'investissement peuvent y accéder. Quand Nicolas Stoufflet et son équipe se déplacent de ville en ville, l'engouement est toujours au rendez-vous pour le jeu des 1000 €.
Plus ancienne émission de radio de France, les spectateurs répondent toujours présents pour tenter de remporter le Super Banco. Regardez cette immersion lors d'une étape dans l'Aube avec Canal 32 sur place. Chers amis, bonjour! C'est le jeu iconique de la radio en France. Quand Nicolas Stoufflet et son équipe se déplacent pour un enregistrement, le public répond présent. Plus de 200 personnes se sont massées dans la salle des fêtes d'Herville-le-Châtel pour l'émission de France Inter. Il y a un attachement à cette émission. C'est pas une émission de radio comme les autres. C'est un petit spectacle. On l'écoute souvent d'une génération à l'autre et on a envie de voir comment ça se passe et peut-être participer. Donc il y a vraiment un lien qui est créé entre les auditrices, les auditeurs de différentes générations et nous. On se rencontre. C'est pas une émission de studio, c'est une émission en public. Ça arrive parmi... Bien sûr, le métallophone emblématique est de la partie. L'autre nom, disons, du Rio Grande. Le jeu des 1000 € est organisé pour les communes, par les communes. Ça fait connaître la commune, son patrimoine. Je suppose que les personnes doivent faire un petit tour dans Herville avant de venir à l'émission. Quel égyptologue français a étudié la pierre de Rosette? En 2h30, les 5 émissions de la semaine sont enregistrées. Les candidats participants ont été sélectionnés directement dans le public, quelques minutes avant l'enregistrement. Moi, j'écoute le jeu des 1000 € depuis 30 ans. Et puis, il y a une complicité avec mon fils. On parle beaucoup du jeu des 1000 € et je suis très émue d'être là. Je suis fan du jeu, je l'écoute tous les jours. Et ça fait partie de l'environnement familial. Question blanche, bleu, rouge, banco, super banco. La rythmique est bien rodée. Malgré les codes historiques, le jeu séduit toujours. L'audience ne cesse d'ailleurs de progresser. Le jeu des 1000 € revendique aujourd'hui 1 800 000 auditeurs. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde de tennis. Il est 22e mondial et pourtant, vous ne le connaissez pas. À 85 ans, Roger enchaîne les titres dans la catégorie senior et prouve que l'âge ne doit pas être un frein. TBO et TB Sud, les chaînes du Télégramme, ont rencontré ce champion tout à fait hors norme. Regardez. Ça, c'est championnat du monde. Alors voilà, championnat de France. Des médailles, Roger ne sait plus quoi en faire. L'octogénaire a pourtant commencé tard le tennis. J'ai commencé à 53 ans. Je suis Roger Nigola, 22e mondial en plus de 85 ans. Quand je suis arrivé à Crozon, j'ai battu des gens qui ont dit qu'ils allaient arrêter le tennis. Il y en a 2 ou 3 qui ont arrêté le tennis, dégoûtés. Ils se demandaient comment c'était possible à 85 ans de courir comme ça. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas de vétérans ici, quoi. Je suis le seul vétéran. Il y a des vétérans, mais ils ne veulent pas jouer, quoi. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de... Ils veulent pas... Ils savent qu'ils ne gagneront pas, quoi. Malgré ses 85 ans, Roger s'entraîne 3 fois par semaine, une rigueur lui permettant de jouer au plus haut niveau. J'étais dans l'équipe de France des 80, mais pas 85 puisqu'il n'y en a pas. Je me bats pour ça, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire de 85, alors qu'on est assez nombreux, puisqu'il y a des pays comme l'Australie, les États-Unis, même les Japonais qui jouent au tennis, qui ont des catégories 85 et 90. Sa raquette, le secret de sa longévité selon Roger. Si je ne faisais pas de tennis, je serais déjà mort, quoi. J'aimerais bien mourir sur un terrain de tennis. C'est super, plutôt que de mourir dans un lit. C'est une magnifique histoire que je vous présente maintenant. À seulement 16 ans, Lucas est pilote de montgolfière. Il est d'ailleurs le plus jeune pilote de France. Et pour son premier vol en autonomie, notre partenaire La Dépêche du Midi a pu monter à bord avec lui. Il nous explique sa passion transmise par son père. Regardez. On a la température, on est à peu près à 15 degrés. On regarde du coup le poids qu'on peut porter, 346 kg. Mon père est pilote et mon voisin aussi. Et du coup, je suis presque né dedans. Et du coup, ça m'a donné envie d'être le plus jeune pilote de France. On est en train de faire un vol en montgolfière avec mon père à côté, du coup, en montgolfière aussi. Et voilà, c'est mon premier vol en tant que pilote. Ouais, je suis content du premier vol, ouais. Puis c'est un beau paysage, beau vol, beau terrain. Avec le père, du coup, c'était bien. Le prochain, pour quand ? Je sais pas encore, on verra avec la météo.
Voilà, on peut les voir aussi en montgolfière, si vous avez vu le sujet précédent. La France regorge de très beaux paysages partout dans nos régions. La Fédération française de randonnée a donc décidé d'organiser des séjours itinérants pour ses licenciés afin d'explorer les paysages cachés et savourer le terroir local. TL7 nous propose donc une immersion dans la Loire, cette fois-ci. Regardez. Entre Mont-du-Forêt et Gorges-de-la-Loire, une aventure rassemble les passionnés de nature et de grands espaces. Ces séjours itinérants, organisés par le comité ligérien de la Fédération française de randonnée, mêlent découverte et convivialité. C'est mon premier séjour itinérant, en plus avec la Fédé, et vraiment je trouve que c'est super bien organisé. J'ai grandi dans la plaine et je suis jamais venu sur les Hauts-de-Chaume, mais je suis contente de découvrir cette belle région. Je suis né à Saint-Étienne, alors c'est peut-être, je sais pas, inconsciemment, c'est peut-être ce qui me fait revenir ici. Et puis on respire, c'est tellement bon. Pendant 5 jours, les participants sillonnent les sentiers balisés du département, d'un gîte à l'autre, avec des pauses gourmandes et culturelles. Depuis 2020, le comité fait carton plein sur ces 5 séjours entre Hauts-de-Chaume, Pilat, Gorges-de-la-Loire, Mont-de-la-Madeleine et Montagne du Matin. On essaye de faire des cheminements intéressant pour que les gens puissent découvrir. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on a des transferts en véhicule, parce qu'il y a des parties, bon, c'est du chemin, mais il n'y a pas de point remarquable. Coût du séjour, 460 €, transfert, gîte, couvert et accompagnement compris. Seule condition, avoir sa licence au sein de la Fédération française de randonnée, 5 jours de marche, de découverte et de partage. Des séjours qui prouvent que la Loire a plus d'un sentier à offrir, pour les amateurs de nature comme pour les curieux de terroir. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.